ce procès a vraiment déchiré la ville. Il y a eu appel sur appel. Ce qui était en jeu dans l'appel, c'était est-ce qu'il fallait tuer ce chien ou est-ce qu'il fallait le placer dans un endroit où il ne soit pas dangereux pour les autres humains, qui était très cher pour l'État. Il y a eu appel sur appel, c'est même allé jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Et alors qu'il y avait un appel en cours à la Cour européenne des droits de l'homme, la chef de la police de la ville, que je n'ai pas le droit de citer, a fait euthanasier le chien en 12 dans la nuit. Donc elle a fait quelque chose qui était illégal. Voilà. Donc j'allais pas faire un film qui finisse mieux que la vraie histoire. Et à travers cette histoire de chien, c'est aussi notre rapport aux autres espèces, enfin aux exclus en général, mais aussi aux autres espèces. Et c'est pas un rapport c'est pas qu'il est pessimiste, parce qu'il n'est pas tout à fait optimiste. Donc on a encore du travail. À part ça, les femmes vont mieux, donc c'est déjà pas mal. Mais c'est pas notre petit cosmos, voilà. Voilà. Alors peut-être pour commencer, tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça change dans ton travail d'actrice d'avoir réalisé. Est-ce que l'un influence l'autre et comment fonctionne en fait cette espèce de double fonction au sein d'un film? Et moi, j'ai fait des pièces de théâtre, j'ai même fait une émission de radio, et j'ai toujours joué à l'intérieur des pièces. J'ai toujours écrit comme si j'étais un personnage. J'ai toujours fait ça. Moi, je travaille beaucoup, mais des fois, je n'arrive pas à nommer ce que je cherche. Et j'avais des gens autour de moi, comme mon chef opérateur, Alexis Kavirchine, ma directrice artistique, qui me posait beaucoup de questions, Elsa Amiel, qui me posait beaucoup de questions pour que j'arrive à nommer ce que je voulais. Donc j'ai été portée par des gens, en fait, qui étaient force de proposition et qui, pour autant, estimaient que c'était ma vision qu'il fallait arriver à comprendre et pas la leur, qui prenait jamais le pas sur moi. Ce qui peut être souvent le cas dans un premier film et peut-être aussi un film d'une femme, en plus actrice, on pense toujours qu'on est un peu bête. J'étais sur le plateau, surtout au tribunal, on était quoi? Il y avait 80 figurants, tous les acteurs. Et je regardais le cadre, je regardais les deux cadres, parce qu'on avait deux caméras. Je disais, ouais, ça va. Action! Et on commençait tous à jouer ensemble. Il y avait un côté un peu fête du dimanche pour les parents, quoi, qui était très, très agréable. Après, moi, j'ai toujours fait ça parce que c'est des choses qui sont dans mon ventre que je raconte, même si c'est pas mon histoire. Et donc, c'est normal que je sois dedans. Enfin, c'est naturel. Mais il faut être bien entouré pour ça, avec des gens qui vous aident. Et voilà. Et ça sent dans le film que vous êtes très proches les uns des autres, aussi en dehors. Alors, profitons de la chance qu'on a d'avoir Laetitia avec nous ce soir. J'imagine que vous avez plein de questions. C'est le moment de faire passer le micro. Bon, à part ça, vous allez toujours me poser plein de questions sur le chien. Je vous y réponds avec grand plaisir. Hein. Casting de chien, sans problème. Travail avec chien, sans problème. Est-ce que tu as un chien? J'ai pas de chien parce que alors ça peut être peut-être intéressant et j'admire tous les chiens et j'admire tous les maîtres de chiens. Je les adore. Moi, j'ai pas de chien parce que j'ai du mal à être propriétaire d'un animal. Mais j'ai un chat qui est venu habiter chez moi, qui s'appelle Jean-Paul, qui est en fait habitait dans la boulangerie à côté. Il était prisonnier au sous-sol. On lui donnait pas à manger pour qu'il tue les souris qui attaquaient la farine. Et Jean-Paul s'est échappé et est arrivé chez nous. Et Jean-Paul dort avec moi, voilà. Donc, les animaux qui débarquent, c'est comme les enfants. Moi, j'ai pas d'enfant, mais un enfant qui débarquerait, je m'en occuperais. Un chien qui débarquerait, je m'en occuperais. Mais là, j'ai un chat pour l'instant. Alors, les petits doigts. Ah, devant, là. Là-bas aussi, là-haut. Oui. Je commence. Ah oui. D'accord, c'est On parti. Alors, en fin de compte, on devient tous fous avec l'intelligence artificielle, etc. Et je voulais savoir si 100% des vues, du tournage sur le chien,
C'était vraiment du tournage ou s'il y avait des choses qui étaient faites par ordinateur? Il doit y avoir 0,24%. Il y a 2 plans qui sont faits avec un petit trucage. Sinon, c'est tout vrai. Non, parce que c'est impressionnant. Enfin, le jeu, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Le jeu du chien, vous pouvez appeler ça. appeler Le jeu du chien est impressionnant et le dressage aussi. Enfin, j'imagine. Allez, je vais vous raconter plein de trucs sur le chien. C'est pas possible. Faut y aller, c'est Cody, c'est le moment Cody. Donc, je vais vous faire tout l'historique. Il y en a pour 5 minutes. Je préfère vous prévenir. Donc, il fallait trouver un chien qui puisse jouer tout ça, qui jouait un peu toutes les choses belles que j'avais vues chez plein de chiens que je connais et des choses un peu imagées que je ne pensais pas qu'un chien pouvait faire. Et je pars en casting de chiens à travers la France avec mon producteur. Et on va voir plein de dresseurs d'animaux pour le cinéma qui ont chacun un peu leur méthode de travailler d'ailleurs. Il y en a qui m'ont présenté les chiens sur des présentoirs, donc qui me mettaient face et ils s'est fait venir le chien sur la table là, et je devais le regarder. Je dis, ah, mais ça c'est sûr que je veux pas travailler avec des gens qui font ça, moi ça me met trop mal à l'aise. C'est pas des objets quand même, c'est pas des choses. Et il y en avait qui jouaient avec le chien, mais je trouvais pas le chien et je passe à la radio pour la promotion d'un film et je dis j'ai fait des castings de chiens toute la journée, j'ai pas trouvé. Et là, Dog Trainer m'ont envoyé un mail parce qu'ils m'avaient entendu à la radio avec un lien vers leur site. Et eux, ils avaient 9 chiens, c'est tout. Enfin, ils ont des oies aussi, bon, soit, mais ils vivent avec leurs chiens, ce qui diffère beaucoup de plein de dresseurs. Et surtout, ils avaient fait des bandes démos pour leurs chiens. Donc des bandes démos où on voyait leurs chiens faire des trucs incroyables, parce qu'ils savent faire des trucs incroyables, mais aussi lécher le visage, lécher la gueule d'un autre chien, être les quatre fers en l'air. On voyait qu'ils aimaient beaucoup leurs animaux, quoi. Et parmi les chiens, il y avait beaucoup de border collies. Je ne sais pas si vous voyez les border collies. C'est des chiens qui sont réputés très très intelligents, qui ont les oreilles pointues, un peu comme Lassie. C'est un border collie, je crois. Et moi, j'aimais beaucoup, mais c'était pas Cosmos. Et il y avait Cody. Et Cody, c'est un chien des rues qui a été récupéré en refuge quand il avait 2 ans dans les rues de Narbonne et qu'ils ont aussi ensuite pris chez eux. Et donc, c'est un bâtard à 12 races avec du malinois, du caniche, du berger allemand. Enfin, on comprend pas très bien. Et c'est un chien donc qui, je pense, a beaucoup d'émotions différentes parce qu'il a vécu dans la rue et qui a un plaisir à travailler avec les humains très fort. Et donc tous ces gens-là sont venus dans mon appartement faire un casting de chiens chez moi. Et oui, on a décidé de travailler avec Cody. À partir de là, toutes les actions qui étaient marquées dans le scénario ont été listées. Il y en avait 100. Elles ont été notées entre 1 facile à 5 impossible. Et du coup, à ce moment-là, j'ai réécrit pour Cody tout ce qui était 5. Et entre 2, 3, 4, on a travaillé. Donc on a répété, notamment la scène des touches. Comment est-ce qu'on allait faire on a répété plein de choses avec les acteurs. Jean-Pascal Zadi, il arrive à faire toupie, faire comprendre toupie au chien, qui est un truc donc du vocabulaire du chien qu'il sait faire. Il faut bien lui indiquer, c'est un espèce de coup de coude. Et moi, j'ai jamais réussi à le faire, par exemple. Lui, il a répété avec le chien pour pouvoir faire ça. François Damiens, il fallait qu'il hurle derrière le chien pour plus qu'il ait peur de sa voix, comme il doit hurler derrière lui au cabinet. Puis moi, j'avais un rapport hyper privilégié, parce que j'avais plein de scènes de complicité avec le chien et une scène de cascade, de bataille. Elle est impressionnante, cette scène. Et il faut comprendre que Cody, c'est un chien donc, qui aime jouer un peu brutal. Donc avec sa maîtresse, quand il joue comme moi et lui dans le film La scène de bataille. C'est comme ça qu'il s'amuse. Donc lui, il n'avait pas peur. Et moi, j'étais protégée à mort. Et c'était hyper jouissif de répéter et qu'il soit moteur de la scène. Parce que c'est lui qui me saute dessus. C'était un vrai acteur. Et il faut comprendre que ce chien, il comprend quand on dit couper. Il s'arrête de jouer. Couper. Il s'arrête. Il comprend aussi quand, par exemple, dans la scène de bataille, quand j'ai eu mal, que je fais aïe, il s'arrête. Donc il sait qu'il joue. Et donc je ne sais pas s'il comprend exactement ce qu'on est en train de faire, qu'on fait un film, mais il comprend que c'est un jeu. Donc il sait qu'il joue, donc c'est un acteur. Et voilà, c'est pour ça que je suis contente qu'il ait son nom au générique, qu'il ait son nom sur l'affiche.
Mais il y avait un truc que Cody ne savait pas faire, et c'est pour ça qu'on a failli utiliser beaucoup plus d'effets spéciaux que ce qu'on fait là, c'est qu'il ne savait pas hurler comme un loup. Et c'était important pour l'histoire, vous avez vu. Et il fallait trouver comment on arrivait à le faire hurler comme un loup. Et on ne trouvait pas, ils ne trouvaient pas. Et tout d'un coup, ils ont réussi à le déclencher en imitant des bruits de petits chatons affamés. Donc comme ça. Je ne fais pas bien, mais en gros, c'est ça. Des petits bruits de chatons affamés. Et ça, le chien faisait... Ils comprenaient que c'était... Et c'est un comportement qu'ils ont récompensé, qui est devenu... maintenant, il vous le fait sur commande. Vous faites... Donc voilà. Par contre, c'est des choses que le monsieur du son, Raphaël Soyer, a dû enlever. Parce que dans toutes les scènes où il y a... Il y a quelqu'un dans un coin qui a... Mais c'était un miracle qu'on ait réussi à faire ça, parce qu'effectivement, ça nous aurait fait une saute de budget énorme. Enfin... Et puis c'était trop beau, parce que l'histoire de Cosmos, c'est qu'il retrouve son cri de loup, et le chien l'a redécouvert pour le film. Voilà. Alors, en attendant, est-ce que tu peux nous parler du personnage de Joachim, qui apparaît un peu comme un petit magicien, où il est presque un peu en dehors du film, en même temps très dedans, et un peu un ange gardien aussi. Comment tu l'as écrit et travaillé ? Alors, il y avait plein de choses qui me touchaient à cette époque. C'était le confinement, et il y avait quelque part derrière les murs de chez moi de la violence. Et je l'entendais à travers le mur, et à tel point qu'un jour, je suis allée sonner à la porte avec du thé et des petits gâteaux, en faisant semblant que j'allais venir pour le thé, juste pour voir ce qui se passait, pour arrêter ce qui se passait. Donc il y avait la violence derrière les murs, qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas, qu'on sent, et les gens disent non, enfin, ce truc-là. Il y avait le lien à l'enfance. L'enfance maltraitée, c'est un truc que... Les enfants maltraités qui vivent des choses difficiles et qui, ce qui n'excuse rien, développent une énergie, une force, une singularité particulière, des espèces de pousses sauvages. Et j'avais envie de montrer des espèces de pousses comme ça, un personnage qui a du charme, qui a du chien. Et sans mauvais jeu de mots. Et aussi une relation entre une femme et un enfant, où la femme, ce soit un personnage référent, mais que ce ne soit pas sa maman. Une autre relation qui puisse compter pour un enfant, une autre façon de compter pour un enfant en tant que femme que d'être maman. J'avais envie de montrer ça. Après, vous avez vu que l'histoire avec le Joachim, elle n'est pas réglée. La suite au pour plusieurs prochain raisons. film. Je sais pas. On vous souhaite un deuxième film. Merci, c'est gentil. Elle n'est pas réglée, oui, parce que j'ai l'impression que ça met du temps à être réglé, ces histoires-là, ça traîne. De un, et de deux, c'est comme si tous ces gens, ils devenaient le chien, ou ils sentaient que c'était le chien, et c'était tous la même personne, le chien. Je sais pas. Et moi, vous avez anticipé ma question, c'était sur Joachim. Je suis par là, si vous voulez le voir. J'ai vu votre affiche dans le métro, et le procès du chien, ça m'a tilté. Et quand je l'ai vu qu'il était au programme, bien sûr, on est venu le voir. Mais je pense qu'il y a plus que ça. Et j'aimerais bien voir un peu plus votre côté de ce que vous avez voulu passer. Alors, il y a Joachim, donc là, on a dit un deuxième film, certainement, et c'est une belle cause. Mais il y a aussi la violence. Alors, le chien... après, vous avez dit que c'était un jeu, donc du coup, on va peut-être pas le mettre dans cette position, mais quand vous donnez le... Il y a une femme qui agresse un autre homme, et puis vous répliquez, et vous lui donnez un star dans la tête. Il n'y a pas de conséquences. Parfois, il y en a. Et c'est vrai que par rapport à cette femme aussi, la maman de Joachim, et le positionnement, le petit Joachim vous dit « J'aurais bien aimé que tu sois ma maman ». Et là, après, vous vous retrouvez devant cette femme. Donc voilà, c'est un peu... J'aimerais bien que vous élucidiez, peut-être me donner
votre avis par rapport à ça. Et qu'est-ce que... Vous voulez me poser la question? Oui. Je comprends pas. Oui, parce qu'en fait, c'est des questions que je me pose, mais... Oui, alors, il faut que je reformule. C'est ça? Il y a 2 sujets, du coup, pardon, excusez-moi. Alors, on commence par la violence. Et la puis violence, voilà, violence des femmes. Il y a eu une réaction, voilà, il y a un homme qui menace, et c'est vous qui réagissez. Donc, violence des femmes. En disant, on frappe pas les femmes, connard, alors que je lui fous un poing dans la gueule. Hein. Oui, c'est ça. Exactement, tout à fait. Et puis par rapport à Joachim, c'est une question de l'enfance maltraitée, de la maltraitance en général, mais quand on se retrouve devant la femme et qui dit vous ne me comprenez pas, je crois que c'est à peu près ça dans le texte, enfin je ne l'ai pas en mémoire, qu'est-ce que vous envisagez, enfin qu'est-ce que vous avez voulu passer comme message, voilà. C'est plus clair ou pas? Bah, en tout cas, pour la première question, la violence, moi, elle me fait peur parce qu'elle peut surgir de n'importe qui à n'importe quel moment. On a l'impression, enfin, pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Enfin, et on ne sait plus d'où elle vient et qui a eu tort en premier, quoi. Enfin, c'est ça que moi j'ai voulu exprimer, ce truc-là. Tout d'un coup, c'est une dame âgée qui agresse un mec derrière elle. Et l'autre, elle intervient, elle veut les séparer. Finalement, elle lui fout un gros coup de poing en lui disant « on frappe pas les femmes ». On comprend plus rien, quoi. Et l'autre qui répond pas au téléphone, qui lui demande « vous êtes victime de violence ». Enfin, juste la violence, elle est partout. On sait jamais où elle va aller, où elle va nous emmener. C'est un truc qui me fait peur, en fait. Il y a un truc de la violence qui me fait peur. C'est comme si j'ai l'impression qu'on est sur une cocotte minute en permanence et que chacun a ses raisons. Voilà. Et donc, je ne sais pas si je vous ai répondu, mais en gros, voilà ce que ça me... Et la deuxième chose sur la maman, bah... Surtout la maman, quand même, Avril, elle vient de faire dormir un gamin dans son lit. C'est quand même... Je sais pas, elle veut rien de malhonnête, hein, mais elle a fait dormir un gamin dans son lit, c'est pas très convenable. Et la mère lui dit, quand on sait pas tout, on la ferme. Je sais pas quoi vous dire. En tout cas, c'est sans appel. Quelqu'un vous dit ça, bah vous la fermez, quoi. Après, Avril, c'est un personnage imparfait. Hein. Déjà, c'est un personnage... je sais pas comment vous dire, elle fait des erreurs. Et aussi, elle est gauche. Enfin, elle n'arrive pas à parler comme elle est. Elle n'arrive pas à la voix qui part dans tous les sens. C'est une personne qui n'arrive pas à exister comme elle est. À tel point que... je peux le raconter parce que j'ai l'impression que j'aurais pu mieux le mettre en scène parce que personne ne le comprend. Alors, j'en profite que je suis là. Dans la première scène, quand même, le mec, en gros, en face, il lui dit que les Italiennes, c'est les meilleurs coups du monde parce qu'elles arrivent à être saintes et cochonnes à la fois. En gros, il dit ça, quoi. Et elle se compare. Elle dit « Ah bon, même quand elle te met des doigts dans le cul ?» Elle se compare. Alors qu'une fille, je pense que toi, qui es beaucoup plus jeune que moi, tu te comparerais pas. Tu dirais « Mais qu'est-ce qu'il me raconte ?» Moi, naturellement... en tout cas, comme personne, je peux m'empêcher de me comparer quand on me parle de filles qui assurent au lit. Et je suis là, ah ouais, elles savent faire ça et moi, je sais rien faire. Ce qui est complètement con. Et ça, c'est... C'est peut-être très personnel. Ou c'est les femmes de ma génération, 40, nanana, ou c'est rien du tout et c'est juste moi. Des femmes qui se comparent et qui ont du mal à exister pour qui elles sont. Et donc le combat d'Avril, ça va être de trouver qui elle est d'une certaine manière, et en sauvant ce chien, en essayant, enfin, elle l'a pas sauvé, la pauvre, mais en essayant de sauver ce chien, elle développe. C'est pas une question de voix grave ou de voix aiguë qui effectivement lui pose des petits soucis. C'est être convaincu de quelque chose, vouloir défendre quelque chose, développer une pensée, développer des convictions. C'est comme ça qu'on trouve sa voix. C'est pas une voix grave, voix aiguë, ou les femmes italiennes qui arrivent à être saintes et cochonnes à la fois, quoi. Et on sent que... D'ailleurs, c'est un préjugé, bien sûr. Hein. On sent que, d'ailleurs, son personnage, il est plus à l'aise avec les personnes qui la regardent pas, avec celui qui est aveugle, avec le chien qui porte un regard, mais qui est complètement naturel. Enfin, il a 2 yeux et c'est tout ce qui passe au travers de ce regard. Il la juge pas.
Oui, qui la juge pas, en tout cas, et qui ça ne. C'est ballot pour une avocate, hein. Oui, et ça ne passe pas par le regard frontal, en fait. Bah ouais. Après, on a cette créature magnifique qui est Marc, qui est quand même joué par Jean-Pascal Zadi et qui est juste plein d'amour et que tu sais que rien que ce que tu fais ne peut le choquer, le surprendre, qui va toujours être... Il y a des personnages qui sont assez bienveillants quand même dans le film. Alors, où est le micro? Là, il y a une main levée. Et il y a une autre question là. Ah, pardon, je ne vous voyais pas, allez-y. Bonsoir. Moi, j'avais pas spécialement de questions, mais je voulais juste vous dire merci parce que j'ai beaucoup ri et en même temps, ça m'a beaucoup touchée. Donc voilà, c'est un très beau film et très très original. Merci beaucoup. C'est bien de dire des compliments. Alors, il y avait une main là-bas. C'est gentil de rester si tard un dimanche soir. Merci. Non, j'avais une question. Vous aviez parlé là, du monsieur, du Darius qui était aveugle. Je voulais savoir pourquoi vous aviez choisi justement de faire intervenir un malvoyant dans l'histoire et selon vous, qu'est-ce que ça a apporté? Il y a eu une petite réflexion sur l'impact du handicap sur le fait juridique, mais au-delà de ça, voilà, selon vous, pourquoi un Darius malvoyant apporte autre chose à l'histoire? Bah, ce qui était intéressant, c'est que dans la vraie histoire, le maître du personnage qui a inspiré Cosmos était malvoyant. Et c'est parce qu'il était malvoyant que les comptes faits par l'experte vétérinaire, qui sont de 2+10, les comptes de dangerosité, c'est parce que le maître est handicapé qu'on peut euthanasier le chien. Ça lui fait +3. Le maître serait normal, il pourrait surveiller son chien correctement, il ne pourrait pas tuer le chien. Donc c'était juste que c'était comme ça dans la vraie histoire, que j'ai eu la chance de rencontrer ce protagoniste, que je trouvais que c'était un personnage de film dingue, un peu exclu, un peu malvoyant, avec l'œil qui, on sait même pas, on comprend pas bien ce qui se passe avec ses yeux, et un personnage qui était proche pour moi des personnages de Will Ferrell dans les comédies américaines. C'est dans le charme, dans le ton qu'il ramenait que je l'ai adoré, et aussi dans les contes du chien, que la vie du chien soit dépendante du handicap de son maître. Je trouve ça dingue, moi. Donc voilà, après, qu'il soit malvoyant, il aurait pu être... malvoyant, c'est parce qu'il ne peut pas le surveiller, donc c'était bien. Mais c'est juste que le mec était dément, hein, le propriétaire du chien que j'ai rencontré. Et j'avais envie de lui rendre hommage, en fait. Alors. Effectivement, qu'est-ce que ça apporte à l'histoire? Mais rien de spécial. Enfin, c'est ça qui est chouette, c'est qu'on a un personnage, on se demande bien pourquoi il est malvoyant. Et en même temps, dans la vie, le mec était malvoyant, quoi. Et c'était pas un chien guide. C'est juste que il a vu un accident de vélo, il a vraiment failli se tuer et son chien lui a léché le visage et il n'a pas pris ses médicaments. Enfin, je sais pas si c'est un destin. Ça faisait partie de son destin d'être malvoyant. Dans le sens, pas du tout qu'il les méritait, hein. Dans le sens, ça faisait partie de ce qu'il dégageait. C'est comme un dessin de BD. Ça faisait quelqu'un de plus grand que nature, quoi. Bonsoir, je suis ici. Il y a quelque chose qui m'inquiète dans votre film. Je voulais savoir si c'était une réalité ou pas. Est-ce que vraiment les chiens agressent plus les femmes que les hommes? Alors ça, le pli du genou. Figurez-vous que c'est inspiré de mon histoire personnelle. Alors, c'est pas avec chien, c'est avec cheval. Alors, je sais pas si c'est valable pour les chiens. Ayant travaillé avec un cheval, je me lève. Ayant travaillé avec un cheval, je travaillais à pied, donc pas sur son dos, mais face à lui. Et le cheval, si je suis pas bien droite, à lui indiquer des choses. Il suffit que je me retourne pour qu'il me morde les mollets, il me fait des tours pas possibles, il me fait des blagues, il me tape avec ses sabots, et ça le rend fou. En fait, si vous n'êtes pas en position dominante très claire, si vous n'assumez pas d'être
l'autorité dans la maison. Le cheval, ça lui plaît pas du tout, quoi. Et quand je travaillais avec Judith, qui m'a formée au travail à pied, elle me disait, bah ouais, mais assume, c'est toi qui diriges, tu dois avoir la position dominante, t'es un repère pour le cheval, il faut que tu assumes, sinon ça crée des problèmes, quoi. Et je lui disais, et elle me dit, mais ça arrive toujours plus aux femmes qu'aux hommes, ça. Donc c'est ce truc-là, du pli du genou, parce que moi je devais être un petit peu, c'est intimidant un cheval, c'est grand et tout, donc je devais être un peu, je sais pas, et je me tenais pas bien droite. Et donc ce truc-là que j'ai essayé de retranscrire, parce que je trouvais ça trop drôle, je me dis, mais de qui c'est la faute ? Est-ce que c'est quand même pas la faute du cheval s'il fait des conneries, c'est ma faute parce que je me tiens pas bien droite, mais est-ce que c'est ma faute ? Est-ce que c'est la faute de la société qui m'empêche de me sentir légitime en tant que dominante ? Enfin, ça me posait plein de questions. Donc c'est ça le pli du genou, mais ça vient d'un contact avec un cheval et c'est pas prouvé scientifiquement. Mais c'est super, hein, quand même. Bon ben. Ah, là, il y a une question devant. Et puis peut-être que ça va être la dernière question. Comme ça. Ici, de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est Pascal qui fait le chien. Ah, d'accord. Pli du genou. Oui, pli du genou. Oui, moi, c'est 2 questions pour rebondir sur les 2 dernières questions. Par rapport au maître aveugle, du coup, là, c'est le fait qu'il soit aveugle, c'est un malus pour le chien dans le procès. Mais est-ce que ça pourrait pas être... Est-ce que ça pourrait pas être un bonus ? Oui, enfin, je sais que ça l'est pas, mais on pourrait prendre le truc à l'inverse, sur le fait que le chien, il lui a sauvé sa vie, et que c'est pas du tout pris en compte, par exemple, que s'il tue le chien, il puisse... si j'ai bien compris, il a essayé de se suicider. Il puisse recommencer. Enfin, c'est pas du tout pris en compte, du coup. À mon avis... Non, mais c'est une bonne question, mais à mon avis... Parce que comme c'est inspiré de la vraie vie, c'est pour ça que je posais cette question. Oui. Mais alors, à part ça, le vrai chien n'était pas donc assimilé à un chien guide. Donc, il n'avait pas un statut ni un entraînement de chien guide. Si votre chien est chien guide, je pense que ça change des choses. Après, j'ai l'impression qu'il y a énormément de gens qui doivent beaucoup de choses à leur chien dans des moments difficiles. C'est le côté affectif, le côté justement qu'un chien, c'est un individu, c'est un individu avec qui un partenaire humain a une relation intime, forte. Non, dans ces lois, ça rentre pas du tout en compte. Ça, c'est sûr. Et ça, c'était juste pour personnel. Je voulais savoir, du coup, ce que vous avez remarqué sur le fait que les chevaux, sur le pied du genou et tout, c'est que pour les mâles ou c'est aussi chez les femelles ? Chez les femelles aussi. Et les femelles, c'est pire. Enfin, moi, de ce que j'ai pu... Ça, c'est vache. C'est une généralité, mais c'est ce que j'ai vécu. De mon vécu, c'est ça. Voilà. On va finir là-dessus. Merci beaucoup d'être restés. Merci à vous. Merci. Un grand merci à tous d'être restés pour cette dernière soirée. On vous retrouve avec grand plaisir l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Ah, je reviens l'année prochaine. Je ne sais pas comment, mais je reviens. Le rendez-vous est pris. Donc... ce sera toujours un plaisir de vous avoir. C'est super chouette d'avoir des salles aussi remplies un dimanche soir. Rentrez bien chez vous et bonne nuit.